Juillet 19. Que faut-il faire, vous, monsieur Benjagba, en tant qu'opposant, que faut-il faire pour alléger cette peine, et surtout du côté économique, et pour le peuple togolais aujourd'hui, puisque nous devons apporter la solution? Moïse, merci. Je voudrais un peu faire un point sur ce que vient de dire M. Yampabou Yambouam. Il a planté les éléments nécessaires. Tout d'abord, la conférence nationale souveraine du 24 juin 1991, il y avait des accords bien précis qui étaient signés entre le parti au pouvoir, c'est-à-dire le parti du RPT, et le front, c'est le front de l'opposition démocratique qui avait commencé. Donc, il fallait aussi insérer la société civile, d'où le code, le collectif de l'opposition démocratique. Il y avait un certain nombre d'accords, si je me rappelle, quand vous parlez, j'avais mis quelques-uns, dont le gouvernement, quelques accords, je serai très rapide. Le gouvernement accepte l'organisation de la conférence nationale, c'est-à-dire le gouvernement, c'est-à-dire Feu et Adema acceptait l'organisation de la conférence nationale. Le code, c'est-à-dire le collectif de l'opposition, suspend la grève générale illimitée lancée le 6 juin 1991. Les deux parties se sont convenus pour travailler sur la tenue de la conférence nationale. Et il y avait un certain point à l'ordre du jour, tel que l'ordre du jour de la conférence était fixé sur quelques points tels que la mise en place des nouvelles institutions, l'organisation de la période de transition avec l'élection d'un premier ministre, la mise en place de l'organe législatif de transition, la mise en place des organes de contrôle des élections, l'élaboration d'un calendrier électoral. Et le chef de l'État, dans les clauses, assumera sa fonction en tant que garant de la continuité de l'État, et le gouvernement de la transition doit être représentatif. Je pense que ça donne plus de visibilité pour que cette conférence nationale souveraine puisse quand même se dérouler dans des conditions idoines. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur Yambouam parlait de Monseigneur Philippe Fanonko Podro. Il disait que peut-être il n'avait pas bien structuré les choses. Non. Le gars s'était inspiré et il est même parti voir. Je pense que c'est Monseigneur de Souza du Bénin qui a présidé de façon succincte et puis de façon brillante la conférence nationale souveraine au Bénin. Et Monseigneur Philippe Fanoko Podro était aidé aussi par son grand frère Monseigneur Dossin. Donc il y avait au moins des éléments nécessaires pour la bonne tenue et surtout la bonne réussite de cette conférence. Nous avons seulement raté, comme M. Yampabouam l'a dit, on était vite parti, trop vite parti en besogne, avec des insultes. Et surtout, le Premier ministre, c'est-à-dire, si moi je suis par exemple un président de la République, et vous me dites que le Premier ministre doit décider des comptes de l'État, des situations, ça m'indignerait. Donc je vois, il a bien dit, quelques éléments de cette constitution de 92 était mal structurée. En tant que président, c'est mon premier ministre qui doit me donner des ordres, ça ne va pas. Donc il faut voir aussi qu'il y avait eu quelques manipulations avec la création du Haut Conseil de la République. Les gens étaient vite partis en besogne. Joseph Kofigo était manipulé des deux camps. Et donc, ça n'a pas réussi. Aujourd'hui, nous vivons de façon indigne les conséquences de cette conférence nationale souveraine. Et il a dit, à ce moment-là, il y avait eu l'Union européenne qui avait coupé toutes ses aides au Togo. Et aujourd'hui, nous souffrons de ces mêmes malaises. Si aujourd'hui, le président qui a battu Fonya Singbe aux élections du 22 février 2020, elle se trouve aujourd'hui en exil, c'est encore une faute, un manquement
de la part de certains leaders politiques que je juge quand même indignes, qui avaient des besoins personnels, des calculs partisans. Aujourd'hui, c'est à la jeunesse, surtout togolaise, la jeunesse togolaise, de faire la part des choses. Le régime, le système UNIR n'est qu'une branche ou bien une ramification du système RPP, du père au fils pour 54 ans dans un pays. Quand même, ça donne déjà à réfléchir. Et je pense que c'est le moment pour nous, en tant que jeunes, acteurs politiques, organisations de la société civile, à remettre nos différences hors de nous et militer pour un bon futur au Togo. Et le moment est vraiment crucial. Et j'implore toutes les âmes de bonne volonté que nous devons tous et toutes laisser tomber nos aspirations partisanes, personnelles, pour faire avancer le Togo, remettre le Togo sur de bons rails. Nous vivons une crise politique actuelle au Togo, après les élections du 22 février 2020, et ça découle. Et les conséquences, on le sait. Le bol de maïs aujourd'hui est à 1200. Et le prix des denrées alimentaires ne fait que grimper de façon exponentielle. Donc, ce sont des conséquences sévères que nous vivons aujourd'hui et nous devons prendre conscience. Je vous remercie. Nous devons prendre conscience pour trouver également des solutions idoines, prendre conscience pour trouver une solution, des propositions et faire concrétiser les propositions faites par cette déléguée qui était dans la salle en 1991. Alors, que faire pour concrétiser ces propositions de ces délégués ou de ces intellectuels qui étaient à la conférence nationale souveraine, M. Mpapou Yambouam? Oui, vous savez, les solutions qui étaient sorties donc de cette conférence nationale, comme je viens de vous le dire, l'essentiel était de refonder le pays sur de nouvelles bases. Et déjà, le cadre même de la loi fondamentale, c'est-à-dire qui fonde le pays, le fonctionnement du pays et tout ça là, bon, on n'était pas arrivé à nous accorder essentiellement là-dessus. Les gens, nous nous sommes tout simplement menti. C'est vrai, il y a eu justement, comment on appelle, ces élections qui ont permis de voter cette constitution-là à la majorité. Mais je crois fondamentalement que le peuple a été manipulé. Le peuple a été manipulé parce que moi, par exemple, en son temps, bien que je n'avais pas voté, si je devais voter, j'aurais voté oui. Parce que, qu'est-ce qui se passait? Moi, personnellement, j'ai vécu aussi des situations difficiles de la part, justement, de certains membres du régime. Bien que ce n'était pas forcément des situations décidées par le parti au pouvoir, mais on sentait quand même que c'est à cause du zèle, justement, que ces gens du pouvoir avaient, qui ont fait que j'étais victime donc de tout ce que j'ai pu subir tout au long de ma vie, jusqu'à briser totalement ma carrière estudiantine. Alors, vous comprenez que quand vous prenez quelqu'un comme ça, et que vous venez justement lui présenter encore des faces mirobolantes de la Constitution, il ne peut que voter oui. Et pire, la majeure partie de la population est analphabète. Et nous savons dans nos pays ce qui se passe. Les gens ne viennent pas dire réellement ce qui est. Et donc ça fait que effectivement il y a eu ce vote-là en majorité. Et je crois que les gens avaient certainement voté compte tenu de l'émotion, parce qu'en son temps, effectivement, les exactions étaient effectivement nombreuses. Mais est-ce que les gens avaient voté en fonction du contenu
de la Constitution, aujourd'hui, je doute. Parce que même ceux-là qui étaient éclairés, qui ont effectivement voté le contenu de cela, quand je vois aujourd'hui leur attitude, je suis étonné. Je prends le cas, par exemple, de nous autres qui sommes dans la diaspora. Nous n'acceptons pas le moindre, c'est-à-dire la moindre discute et la moindre contradiction, je vais dire. Il suffit seulement que l'autre ait une opinion différente de la vôtre, que tout de suite, c'est les insultes qui fusent à l'encontre de celui-là. Il suffit que peut-être quelqu'un, un artiste, soit allé faire peut-être se produire au cours donc de la campagne d'un partisan peut-être du pouvoir, vous constatez que cet artiste-là est pris à partie, littéralement, par rapport donc à ceux-là même qui se disent être démocrates. Alors que les démocrates, justement, devraient accepter le minimum qui est donc le droit, la liberté d'opinion, qui reconnaît justement à chaque citoyen la liberté d'appartenir à telle ou à telle autre structure. Monsieur Mpapou, je ne vous coupe pas, on va recevoir très rapidement cet auditeur. Je vais vous donner le reste de votre minute pour que vous puissiez continuer votre développement. Alors, auditeur en ligne, puisque c'est une émission interactive, vous le savez. Alors, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Maurice Abinimba. Allez-y, monsieur Adolphe, comment est-ce que vous allez? Dieu merci, ça. Vous êtes en direct avec nous, votre contribution. Oui, d'abord je salue monsieur Mpapou, je lui dis bon retour parmi nous, et je salue aussi monsieur Dagba. Je voulais aussi apporter ma contribution au débat. Allez-y. Je pense que nos deux invités ont dit à peu près les écarts qui se sont produits lors du déroulement de la conférence nationale souveraine. Mais dire que la conférence souveraine est la base de la crise économique que nous subissons, et ça, je dis que ça, ce n'est pas vrai, puisque la conférence nationale n'est pas la base de la coupure, mais la rupture de la coopération. La rupture de la coopération est arrivée quand il y a eu, après la conférence nationale, il y a eu des gouvernements successifs d'union qui sont arrivés suite à des attaques aux sorties intempestives de l'armée. Et le comble, c'est arrivé à la place de Fréau Jardin, quand on a tiré sous le ministre de l'Intérieur, mais quand on a tiré sur les gens à la place de Fréau Jardin. Et le communiqué qui a suivi, c'est que la France et l'Allemagne et l'Union européenne ont coupé la coopération. C'est sur ce point que je vais venir pour la conférence nationale. Merci. Bien, pour ceux qui disent que le président a été dépouillé de la Constitution de 92, ça dépend du régime dans lequel nous sommes. La Constitution de 92 a été taillée sur mesure, en faisant référence à la conférence et à la Constitution française. Quand le président, au niveau du pays, perd la majorité, il perd le pouvoir de gérer le pays à l'intérieur. Il garde ces choses-là sur les étrangers, puisque le président représente toujours le pays à l'étranger. C'est toujours comme ça. C'est sur ce modèle qu'on a fait la Constitution de 92. Et cette Constitution a été votée par le président aussi de la République. Le président, ses conseillers, était là, tout ça. Il nous a appelé à voter cette Constitution-là, en 92. Si plutôt il parle de la loi fondamentale, qui est au sorti de la conférence nationale, la loi fondamentale, par contre, elle a dépouillé le président. Parce que les délégués de la conférence nationale ont constaté l'échec, on leur a posé de la question là
à l'intérieur de la salle. Est-ce qu'ils ont eu des échecs? Ils ont répondu. Ils ont constaté l'échec du régime. Ils ont fait une loi fondamentale taillée sur mesure où on a donné tout pouvoir au Premier ministre. Aujourd'hui, nous regrettons un peu que ce serait peut-être une discussion entre le président de la République et la conférence avant de mettre la loi en pratique. Sinon, pour la loi de 92, moi j'ai la constitution de 92 avec moi. Une fois que le président perd la majorité au niveau de l'Assemblée, eh bien, il perd beaucoup de pouvoir. C'est une constitution comme ça. Et c'est la même chose dans beaucoup de pays. Je pense que tout dépend du régime que vous-même vous êtes donné, que vous vous êtes choisi. Merci. Merci, monsieur Adolphe. Merci pour votre contribution. Monsieur Mpapo, je vais vous donner, il vous reste 1 minute pour terminer rapidement votre intervention. D'abord, avant de continuer, je voudrais que le téléspectateur comprenne. D'abord, je le salue parce qu'il a eu l'amabilité de nous saluer. Et lorsque on a parlé justement de la crise économique comme étant un effet ayant découlé de la conférence, pourquoi nous avons dit ça? On est en train de faire des analyses pour expliquer pourquoi nous pensons que la conférence nationale est un échec. Parce que la conférence nationale était supposée faire ensemble que les Togolais se comprennent. Et qu'on ne peut pas comprendre que sortir justement de la conférence nationale, comme il a dit, il y a eu les exactions qui ont continué, il y a eu justement toutes les conséquences jusqu'à ce que, finalement, la coopération a été arrêtée. Donc, il faut quand même reconnaître que c'était quand même prêt. C'était au sortir de la conférence nationale que tout ceci a suivi. Voilà, donc c'est dans ce sens. Nous ne sommes pas en train de dire que la crise que nous avons aujourd'hui, la crise économique là, est liée à celle de la conférence nationale, mais nous parlons de ce qui a suivi, les événements qui ont suivi immédiatement après la conférence, pour quand même expliquer que, effectivement, si la conférence avait été un succès, en principe, on ne devrait plus avoir à vivre tout ceci. Donc, pour terminer rapidement par rapport à ce que je disais, il y a 2 paramètres importants que nous négligeons toujours lorsque nous parlons de l'histoire de notre pays. D'abord, il y a la question de l'armée. La question de l'armée, à un certain moment donné, j'ai entendu beaucoup de gens parler d'armée, en tout cas, j'allais dire, qui vient juste d'une seule région, qui est donc le nord du pays, et que cette armée-là, en réalité, est au service donc d'un homme, plutôt que de servir justement le pays. Mais c'est un problème qui fait qu'aujourd'hui, il y a une telle crise, une crise de confiance bien sûr, entre l'institution armée et la population, qu'il faut nécessairement travailler à régler. Mais moi, ça m'a amené à aller chercher à comprendre. Est-ce que ce que j'entends, c'est réellement ce qui s'est passé? Mais contrairement à ce que moi j'ai découvert, ce n'est pas que le régime, justement, a mis en place cette armée monocolore. Elle s'est imposée de manière naturelle et à un certain moment donné, le pouvoir s'en est certainement servi. C'est-à-dire, vous savez, le sud du pays a été justement la localité qui a eu le premier point de contact avec le colon. Et donc, si vous constatez, jusqu'à une époque récente, leurs attitudes avaient tendance justement à faire comprendre que les autres étaient peut-être des villageois, des gens qui ne connaissent rien, etc., etc. Et malheureusement, au sud du Togo, on considérait aller à servir dans l'armée comme un service
d'esclavage. Voilà, c'est comme si aller se mettre au service de quelqu'un qui vous dit ce qu'il faut faire, etc. Donc les gens n'aimaient pas du tout. Et ça fait que la majorité était essentiellement ceux du Nord qui s'enrôlaient dans l'armée. Et c'est lorsque les crises ont commencé effectivement à péter et les gens voulaient que l'armée lâche Eyadema, et effectivement Eyadema a pu tirer profit de la situation qui était que effectivement la majorité était justement du Nord et certainement ça l'a profité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Il faut travailler à faire en sorte que les recrutements aujourd'hui se fassent de façon à ce que ce ne soit pas sur des questions ethniques, mais sur la base de la compétence. Moi, je pense que notre armée, là, nous allons faire en sorte qu'il y ait quand même un minimum de bagages derrière, que ça soit comme peut-être une compétition à laquelle tout le monde peut aller effectivement sur une base véritablement claire et de façon à ce que justement ce ne soit pas la région, le groupe ethnique, etc., qui prime. Mais notre chance, à un certain moment donné, par rapport donc à cette armée monocolore-là, lors de juste les périodes ayant entouré la conférence nationale, je vous assure que si l'armée n'était pas monocolore en son temps, le Togo aurait connu une guerre civile vraiment que je ne sais pas si jusqu'à aujourd'hui on s'en serait sorti. Parce que regardez même au niveau de la population. Et ça c'est le deuxième point que je dis que nous négligeons, c'est l'ethnicisme que nous continuons de nier aujourd'hui dans notre pays. Mais ceux-là qui étaient là dans la période de 90 jusqu'à 96, les gens vont vous dire ce qu'était le Togo. Mais moi j'ai des parents qui étaient au sud, parce qu'ils allaient, vous savez, les gens du nord vont souvent au sud pour travailler dans les champs et tout ça. Mais les gens sont venus détruire leurs plantations, tout simplement parce que, alors que ces gens-là, ils ne connaissaient même pas Eyadema. Vous comprenez? Moi, à un certain moment donné, quand je suis même allé en Côte d'Ivoire, je suis allé à une rencontre des Togolais et où on parlait seulement évé. Je suis allé, comme moi je ne comprends pas évé, alors j'ai demandé si on peut faire chose. On m'a traité de câbleton et tout ça. Mais ça m'a tellement frustré que je ne comprends pas. Avec tout ce que moi j'ai vécu, et voilà, c'est les autres qui viennent encore me traiter de câbleton et tout et tout. Bon, vous comprenez, c'est une question réelle qu'aujourd'hui là, il va falloir qu'on puisse traiter. La question de l'armée, la question de l'ethnie. Et maintenant sur le plan politique, il faut essentiellement que nous puissions trouver le modèle qui va forcer vraiment nos leaders politiques à arrêter justement leur comédie avec la population. Parce que je crois que lorsque nous allons trouver un système qui va imposer une certaine vision, de façon à ce que n'importe qui vient travaille dans la réalisation de cette vision-là. Je crois que c'est la seule solution qui va nous permettre vraiment d'aller de l'avant. Au lieu d'être là toujours, à remuer toujours les couteaux dans la plaie, et il faut aller vers le sens peut-être du pardon, vers le sens de travailler ensemble, de se faire confiance, un minimum de confiance pour pouvoir régler nos problèmes. Merci Monsieur Mpapo. Alors vous l'avez dit, il ne faut plus remuer le couteau dans la plaie. Alors c'est pourquoi nous sommes là, vous qui êtes à la diaspora, pour proposer également des solutions pour cette conférence nationale souveraine qui a toujours des effets néfastes sur la politique au Togo, sur l'avenir donc politique du Togo et nécessairement sur la jeunesse togolaise. Alors, que proposez-vous en quelques termes, que proposez-vous pour solutionner également, pour qu'on puisse aller maintenant de pas à autre aux solutions pour cette conférence idoine, pour cette conférence nationale? Monsieur Ben Djagba.
Merci Moïse. Avant toute chose, je voudrais remercier un peu mon frère Yampapou pour avoir relaté quelques faits de l'état d'esprit dans lequel se trouve l'armée. J'ai sillonné un peu les régions de l'Afrique, surtout, en partant au Bénin, au Burkina, en Côte d'Ivoire. Nous voyons un peu la nature républicaine de l'armée. Aujourd'hui, si l'armée se sent, ou bien la grande partie de l'armée du Nord, nous ne pouvons pas dire quand même que c'est un manquement à nos leaders ou bien à nos populations du Sud. Moi, je pense que l'avenir du Togo réside dans l'unicité d'action, dans la collectivité surtout. Du sud au nord, de l'est à l'ouest, le Togo, c'est un très petit pays. Et nous devons tout faire pour nous réunir. Monsieur Yampabou a dit quelque chose tout à l'heure quand on l'a traité de Cableton. Je pense que ce sont des situations. C'est-à-dire, en l'espace de 24 heures de temps, tu peux parcourir le sud, aller du nord au sud. Quand je vais à Dapaon, je me sens comme un poisson dans l'eau. Quand je vais à Kara, je me sens comme un poisson dans l'eau. Quand je vais, ou bien je suis chez moi au sud, je me sens comme un poisson dans l'eau. J'ai des cousins qui sont de Pagoda, de Kara. Si je dis de Pagoda, de Kara et des cousins, c'est parce qu'ils sont nés dans mon village, à Montien. Ils parlent bien le Kabier, mais ils ne connaissent pas le Nord. Ils sont nés là-bas, grandis là-bas. Les parents sont morts, on les a enterrés là-bas. Et c'est en 91 que j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment dérangé et qui me dérange jusqu'alors. Quand il y avait, chacun portait des armes blanches, des gens des villages du Sud se sont levés contre nos parents, c'est-à-dire nos frères du Nord qui sont nés chez nous au village. Ça choque. C'est vraiment choquant parce qu'ils sont nés chez nous, ils parlent notre langue et à cause de ça, il y a eu des déchirements. Et c'est l'autre fois, je parlais à un cousin, il est de Pagoda, mais il habite en Allemagne. Je demandais d'après un de ses frères, il me dit, ah, il est à Tchébébé. C'est un peu vers le nord. C'est pour vous dire que cet acte qui était commis a fait que son grand frère a fui pour aller à Tchébébé. Je pense que c'est le moment pour nous de nous ressaisir en toute sincérité. Et je ne pense pas que l'armée puisse quand même nous réunir. Je demande à nos leaders du sud au nord de pouvoir faire table rase pour qu'on se pardonne, pour qu'on puisse quand même revenir à cette africanité, à cette nature africaine pour rebâtir le Togo. Nous ne pouvons pas reconstruire ou bien construire le Togo en étant divisé, non. Quand tu me salues en kabyé, je suis capable de te répondre en kabyé parce que je comprends ça très bien. Si bien même je ne parle pas de façon brillante, mais je comprends. Tu me parles à Koso, je comprends. Un peu de Moba. Donc, je pense que ces attitudes de sud-nord, nous devons les laisser et reconstruire le Togo. Et c'est ça qui déchire le Togo aujourd'hui, Moïse. Pour la simple raison que nous avons vu que, on a dit, oh, l'autre là, il a travaillé dans le RPT et il a gagné les élections du 22 février 2020. On ne peut pas le supporter parce qu'il a travaillé dans le RPT. Mais il a fait carrière dans le RPT. Il y avait un système unique à l'époque qui s'appelait RPT. Il a fait carrière dedans. Et raison de plus pour vous montrer jusqu'où l'état d'esprit de nos leaders politiques
C'est pour vous dire l'état d'esprit dans lequel se trouvent nos leaders politiques, parce qu'on ne peut pas reconstruire ou bien construire une nation de la sorte en disant l'autre là il est d'ici, moi je suis du sud, moi je m'appelle tel tel parce que mes grands-parents avaient été les premiers à rencontrer les colons. Non. Aujourd'hui, nous devons refonder le Togo. L'armée surtout, j'appelle l'armée à se ressaisir et à savoir, c'est pas qu'on ils doivent être des éduqués, non, pas intellectuels, mais forcément, il faut que l'armée reprenne sa nature républicaine. Avant-hier, ou bien je pense que la semaine passée, ou bien cette semaine, il y avait eu un corps habillé qui avait battu à mort un Ghanéen pour un simple problème de signe. Vous voyez un peu? Donc, l'armée doit savoir, doit être en permanente formation pour leur donner, leur faire savoir ce que c'est que être républicain, c'est-à-dire garder cette nature républicaine pour refonder le Togo. Et nous ne pouvons pas refonder le Togo en étant divisés, mais plutôt dans l'unicité d'action. Je vous remercie. Merci, Monsieur Ben Djagba. Monsieur Yempapo, nous sommes arrivés maintenant aux propositions de solutions au peuple togolais. Vous êtes de nationalité togolaise résidant du côté des États-Unis. Vous venez même fraîchement donc, du Togo comme ça, et j'espère que vous avez passé de très bons séjours. Alors, dites-nous votre solution que vous proposez pour mettre fin aux conséquences néfastes de la conférence nationale souveraine au Togo. Je ne vais pas être suffisamment prétentieux pour dire que j'ai une solution pour le Togo, mais je crois que d'abord, sur le plan politique, il faut qu'on arrête l'hypocrisie. Nos leaders politiques sont suffisamment hypocrites. Ils sont suffisamment égoïstes pour expliquer la situation que nous vivons aujourd'hui. Parfois, je me demande si réellement ces gens-là se sentent togolais dans leur peau. Ça, c'est des questions vraiment qui me touchent. Autant de l'opposition que du pouvoir. Tu as l'impression que les gens ne voient que derrière, c'est que eux, ils vont gagner. On oublie totalement la masse. Il faut donc faire cesser cette hypocrisie. Il faut faire cesser cet égoïsme pour que vraiment l'instinct nationaliste reprenne le dessus. Donc ça, c'est la première des choses. Il faut aller vers justement cette sortie de valeurs-là qui ne servent pas du tout notre pays. Ça vaut pour le parti au pouvoir, ça vaut pour l'opposition. Alors, pour ce qui concerne justement la diaspora, je crois que nous avons eu la chance de vivre ailleurs. Nous y sommes restés peut-être suffisamment longtemps pour apprécier en réalité ce que sont nos pays et ce que sont nos lieux de résidence aujourd'hui. En principe, nous devrions normalement mûrir. Je constate malheureusement que la diaspora joue un très, très, très mauvais rôle dans l'union, dans l'unicité dans nos pays. C'est vrai, les actions des uns et des autres peuvent forcément trouver des explications. Comme je vous l'ai dit moi-même, on est allé jusqu'à détruire ma carrière estudiantine. Donc c'est pour dire que j'ai des éléments qui, en principe, peuvent expliquer que je pose des actions qui soient à l'encontre de tel ou de tel autre. Mais à la fin, pour servir quoi?
ma propre vengeance. C'est tout. Est-ce que nous pensons à nos enfants? Regardez les pays dans lesquels nous sommes. Quel est le respect que les gens nous accordent dans ces pays-là? Il va falloir que nous puissions vraiment dépasser ce que nous avons vécu dans nos pays de manière traumatisante et se dire qu'après tout, ce sont nos pays et nous avons l'obligation d'aider à leur construction. Si bien que nous pouvons nous organiser de façon, par exemple, à dégager des formations prioritaires en discussion avec, par exemple, l'État pour nous faire former, par exemple, dans des domaines pointus qui vont nous permettre de retourner et être utiles dans nos pays. Aujourd'hui même, il y a des gens déjà qui sont bien formés. Mais juste à cause de cette méfiance, quand je vois par exemple M. Ben Diagba, c'est une compétence certaine, mais la politique fait que aujourd'hui, son positionnement par rapport à Gbémo Kyo, c'est comme s'il n'y a pas possibilité d'aller vers les partisans de Faure pour offrir quoi que ce soit. Et ça, il va falloir qu'on trouve une solution à cette situation-là. Donc, j'invite vraiment la diaspora à trouver le canal pour permettre plutôt à nos pays de se débarrasser justement de ceux-là qui viennent en réalité contribuer à enraciner les problèmes de nos pays, parce que si il y a eu rupture de la coopération, entre-temps, ce n'était pas pour le bien du Togo, mais c'était pour servir des intérêts qui nous échappaient à nous autres. Maintenant, par rapport à la société civile à l'intérieur du pays, il faut qu'il trouve, en tout cas qu'elle trouve le moyen, parce que c'est la société civile qui doit être le courroie de communication entre, par exemple, les politiques. C'est la société civile qui, en réalité, jauge de comment fonctionnent, par exemple, nos institutions. Mais s'il y a crise de confiance entre la société civile et les gouvernants, entre la société civile et l'opposition, comment on s'en sort? Ça veut dire qu'il n'y a pas de possibilité de dialoguer sur quoi que ce soit. Je voudrais appeler notamment, par exemple, cette société civile à mettre sur pied un puissant moyen de communication, notamment ceux-là qui sont journalistes. Vous voyez, tout le monde a sa petite radio, tout le monde a sa petite télé, tout le monde a sa petite presse. Mais pourquoi, diantre, ils ne peuvent pas se mettre ensemble pour mettre sur pied un puissant média de communication qui puisse concurrencer RFI, qui puisse concurrencer France 24, qui puisse concurrencer les autres chaînes du monde? C'est la seule façon d'éduquer la population, de façon à ce qu'on ne nous mette pas dans la tête des choses parfois qui ne sont pas réelles et qui desservent réellement l'intérêt de nos pays. Donc l'action conjuguée de la société civile, de l'opposition, du pouvoir et de la diaspora doit tendre vers cette unité entre les Togolais pour penser effectivement les plaies qui sont encore véritablement béantes, mais qui pourront nous donner suffisamment de gages
pour nous pardonner. C'est la seule voie que je vois. Merci, Monsieur Yampapo. Vous êtes sur AfroWeb TV dans votre émission Avis de la diaspora. Nous recevons Monsieur Yampapo Yamboama, analyste politique, acteur de la société civile. Nous accueillons également dans cette même émission Monsieur Ben Djagba, acteur politique. Nous allons faire une petite pause d'1 minute et revenir juste après. Mesdames, Messieurs, restez toujours scotchés. Pour assurer votre divertissement et vous informer en temps réel, suivez toutes vos émissions et programmes préférés sur AfroWeb TV. AfroWeb TV vous propose un programme varié et diversifié sur www.afrowebtv.com.